Bonjour à tous, donc avec les combats de MMA, de Mixed Martial Arts, donc à voir pour l'année 2002. Je vais vous parler donc de 12 combats aujourd'hui, qui sont à mon sens rétrospectivement incontournables, vraiment à voir pour différentes raisons que je vais donner à chaque fois, je vais justifier de mes choix, et vous donner le contexte et quelques éléments sur les deux combattants, et parfois à travers le combat aussi des éléments sur l'évolution de l'histoire du MMA pour chacun de ces 12 combats. Comme ça, vous pourrez aller les voir avec tout ce qu'il faut pour prendre un maximum de plaisir et vous rendre compte de ce que ça pouvait être à l'époque. Et si vous n'avez pas envie d'aller voir les combats, ben, je pense que cette vidéo a quand même un intérêt, soit pour se rappeler des combats importants si vous les connaissez déjà, ou avoir une vision, je vous dis, de l'histoire de ce sport. Si vous aimez le format de la vidéo, sachez que j'ai déjà fait ça pour toutes les années de 93 à 2001, une vidéo par année que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Euh, et n'hésitez surtout pas, pour cette vidéo ou toutes les autres dans le passé, à me signaler s'il y a des combats que j'aurais peut-être oubliés, c'est possible, ou des combats que vous n'auriez pas inclus, en expliquant pourquoi, ça sera très intéressant. Je vais démarrer tout de suite en détaillant ces combats, mais avant ça, je vais faire comme je l'ai fait pour l'année 2001. Je vais faire un point un petit peu sur l'état du MMA dans le monde et dans les catégories de poids, pour chaque catégorie de poids, au 1er janvier de l'année qui nous intéresse, donc au 1er janvier 2002. Alors d'abord, à l'époque, les catégories de poids se développent, c'est pour ça que j'ai de plus en plus de combats d'ailleurs à vous proposer. Je me limiterai à 15 dans les plus grosses années, mais on a de plus en plus de catégories de poids qui sont importantes, et on a de plus en plus de combattants importants dans ces catégories de poids dominantes. On va dire qu'il n'y a pas grand-chose en dessous de lightweight. Pour tout ce qui est featherweight, bantamweight, on a très peu de combats. C'est pas vraiment des catégories qui étaient pertinentes à l'époque. Je vais attendre un petit peu encore avant de vous proposer des combats pour ces catégories-là. Mais pour toutes les autres catégories, de lightweight jusqu'à heavyweight chez les hommes, il y a vraiment des choses. Le MMA féminin n'était pas encore du tout développé non plus à l'époque. Donc chez les lightweight, le numéro 1 mondial rapidement, je fais juste le topo du très très haut de l'affiche et de ce qui se passe très vite. Le numéro 1 mondial chez les lightweight, donc des moins de 70 kg, c'était Jens Pulver. Il était devenu le premier champion de l'UFC en battant Kao Luno. Kao Luno, rappelez-vous, je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, c'était vraiment le numéro 1 mondial incontestable des lightweight avant ça. Et donc Jens Pulver l'a battu dans un combat qui était un peu chiant, c'est pour ça que je ne vous l'avais pas proposé pour 2001. Jens Pulver avait confirmé en battant Donny Solman, un très gros nom de l'époque. Donny Solman qui avait notamment battu Matthews 2 fois chez les welterweight par le passé. Donc le battre était quand même quelque chose d'important. Matthews était le champion welterweight. Donc Jens Pulver, numéro 1, assez incontestable. Derrière, qui on pouvait retrouver, je dirais que Kao Luno ne pouvait plus être considéré comme un numéro 2 parce qu'il avait aussi perdu contre le prodige de l'époque, BJ Penn. BJ Penn, il avait 3 matchs en MMA en 2001, il a fait ses débuts en 2001. 3 matchs, 3 victoires, 3 KO infligés, sachant que sa spécialité c'est le jiu-jitsu brésilien. Donc c'était très impressionnant parce qu'on se disait ce gars-là est déjà très fort alors qu'il n'utilise pas encore son point fort principal, le jiu-jitsu. Et enfin, on peut citer aussi parmi les gros noms de l'époque, Takanori Gomi, qui était à 10 victoires, 0 défaites, qui était devenu champion de Shooto depuis le départ de Kao Luno. Il n'a jamais battu Kao Luno, mais il était devenu champion de Shooto en battant Rumina Sato. Et il est invaincu, donc forcément un gros nom de l'époque. On va quand même garder en tête Kao Luno, qui a été tellement fort les années précédentes que ça reste un combattant intéressant. Au minimum, à minima, un très gros test pour n'importe quel lightweight à l'époque. Donc voilà, c'est pas une catégorie de poids qui a une énorme profondeur, comme ça peut être le cas aujourd'hui, mais qui était quand même compétitive et intéressante, surtout très haut de l'affiche. Chez les welterweight maintenant, donc moins de 77 kg. Le numéro 1 mondial, c'est un peu difficile à dire, et ça va être le cas pour quelques catégories de poids d'ailleurs. Je dirais que ça se joue entre Anderson Silva, qui a battu le monstre Hayato Sakurai, qui était à aucune défaite en 20 combats, champion de Shooto, il avait été hyper impressionnant, y compris contre des gros noms comme Frank Trigg, des gars qui étaient quasi invaincus, voire invaincus en dehors de ça. C'était le cas de Frank Trigg. Et Anderson Silva l'avait battu, donc automatiquement Anderson Silva se mettait au-dessus de Sakurai, qui lui-même était au-dessus d'un paquet de monde. Donc Anderson Silva était forcément envisageable comme le numéro 1 mondial. L'autre potentiel numéro 1 mondial, c'était Matt Hughes. Malgré quelques défaites, notamment je vous en ai parlé contre Denis Solman ou en 2001 contre José Pelelandi, c'était celui qui avait cumulé le plus de victoires de référence, parce que ce soit Denis Solman ou José Pelelandi, ils avaient des défaites par ailleurs qui étaient un peu gênantes, et qui était devenu surtout Matt Hughes de champion de l'UFC en battant Carlos Newton, qui lui-même avait battu Pat Miletich, qui étaient des combattants quand même très cotés. Donc Matt Hughes était considéré aussi comme l'un des 2 meilleurs welterweight au monde à mon sens. Puis derrière, qui est-ce qu'on trouvait ? On garde les mêmes. Hayato Sakurai, il n'a qu'une défaite en carrière, ça reste quelqu'un qui a beaucoup de références, donc il est forcément parmi les meilleurs et les plus importants. Même chose pour Frank Trigg. Et chose intéressante, on va se rendre compte que ces combattants-là vont aller à l'UFC et qu'on va avoir des affrontements entre les meilleurs de la catégorie de poids et qu'on va pouvoir dire, à la fin de l'année 2002 au moins, qui est le vrai numéro 1 à mon sens. Donc je vous en parlerai à la fin de l'année 2002 quand je ferai le point, mais voilà un peu le topo chez les welterweight.
Chez les middleweight maintenant, moins de 85 kg, donc on monte en catégorie de poids, mais c'est pas encore tout à fait en place chez les middleweight. La catégorie n'est pas encore affirmée dans aucune grosse organisation. Le Pride propose des matchs entre des combattants qui sont à peu près dans le gabarit middleweight, mais c'est pas fixé au niveau catégorie de poids, donc c'est un peu compliqué d'affirmer qui est middleweight, qui ne l'est pas, et donc qui gagne, qui perd dans cette catégorie de poids le plus. On peut citer quand même que des mecs comme Renzo Gracie, Dan Anderson, Sakuraba, Bustamante doivent être probablement des middleweight et que ça se jouerait peut-être entre eux. Faut noter aussi qu'à l'UFC, il y a eu le premier champion middleweight qui a été couronné en 2001, c'est Dave Mene, mais c'est pas quelqu'un qui a des énormes références, un énorme crédit, donc ça n'en fait pas un numéro 1 des middleweight évident. Donc je passe mon tour pour le middleweight, la catégorie middleweight. Difficile de dire qui était le meilleur middleweight à ce moment-là dans le monde. Je referai un point à la fin de l'année qui sera peut-être un petit peu plus probant à ce sujet-là, mais je pense qu'il va falloir attendre 2003-2004 pour vraiment ça se ancre et qu'on soit clair sur qui sont les meilleurs middleweight au monde. Mais là, on ne peut pas encore tout à fait dire. Je passe donc chez les light heavyweight. Chez les light heavyweight, le topo, c'est pareil que pour les welterweight, c'est un petit peu difficile parce qu'on a des gros noms dans deux organisations et c'est un peu difficile de savoir un petit peu lequel et comment, puisque chacun a son argument. À l'UFC, le numéro 1 des light heavyweight, c'est Tito Ortiz. Il a 2 défaites en carrière, une contre Guy Metzger qu'il a pu venger de façon très impressionnante, et une contre Frank Shamrock qui est parti depuis à la retraite. Donc on n'a personne à mettre au-dessus de Tito Ortiz en référence, pas même Wanderlei Silva, puisque Ortiz l'a battu, certes pas de façon très étincelante, à l'UFC en 2000. Donc Ortiz est considéré comme un numéro 1. Le souci d'Ortiz, c'est que depuis cette victoire contre Wanderlei Silva, et depuis qu'il a la ceinture de champion, il n'a pas battu des très gros noms. Il a battu des gars comme Elvis Sinosic ou Matyushenko, qui sont pas considérés comme des top combattants dans la catégorie. Dans le même temps, Wanderlei Silva, qui n'a pas perdu de beaucoup contre Ortiz et qui n'aurait peut-être pas perdu dans les règles du Pride avec le même déroulement, lui, il a battu des gros noms comme Dan Anderson, qui est encore invaincu par ailleurs et qui a battu en 2001 des gars comme Renzo Gracie ou Muriel Ninja Rua. Il a battu 2 fois Sakuraba en 2001 en devenant le premier champion middleweight. C'est les light heavyweight du Pride qui seront appelés middleweight. Le premier champion light heavyweight, on va dire, du Pride, donc en battant Sakuraba une deuxième fois, les 2 fois par KO de façon très impressionnante. Donc, on ne peut que considérer Wanderlei Silva comme le numéro 1 mondial, au moins du Pride, enfin le numéro 1 du Pride, et on peut l'envisager comme un potentiel numéro 1 mondial vis-à-vis de Tito Ortiz. Donc à discuter. Et puis derrière, moi j'ai cité Dan Anderson qui était un gros poisson, Sakuraba aussi, on peut citer Chuck Liddell qui a quand même battu Randleman, Bustamante et Guy Metzger sur les années récentes, ou encore Sakuraba qui, malgré ses défaites contre Wanderlei Silva, a quand même énormément de crédit pour ce qu'il a accompli en 98, 99 et 2000, et il a même battu en 2001 Quinton Jackson, donc ça restait quand même quelqu'un de très impressionnant, et clairement top 5 à mon sens des light heavyweight à l'époque. Voilà un peu le topo chez les light heavyweight, et puis enfin chez les poids lourds, ça va être beaucoup plus clair. Le numéro 1 c'est assez net, c'est Antonio Rodrigo Nogueira, puisqu'il a battu l'ancien numéro 1 Mark Coleman qui était numéro 1 du fait de ce qu'il avait accompli en 2000 en gagnant le Grand Prix. Et il avait confirmé en devenant le premier champion poids lourd de l'UFC en battant Ethering. Donc Nogueira avait confirmé en battant Ethering. Il avait fait des belles choses et en plus il était plus ou moins vaincu. Sa seule défaite c'était une split decision très controversée, très contestable, très contestée d'ailleurs aussi par Nogueira lui-même contre Dan Anderson. Il vengera cette défaite de toute façon plus tard, mais même déjà au 1er janvier 2002, on pouvait considérer que Nogueira était le numéro 1 mondial. Derrière, en plus, c'était très compliqué de dire, puisque le numéro 1 de l'UFC, c'est Randy Couture, qui, même s'il a battu Pedro Izzo 2 fois, il y a une des 2 fois où c'était contesté, et avant ça, il avait subi des défaites un petit peu délicates contre des combattants de seconde classe au Japon, Enson Inoue et Valentin Overeem. Donc il était un peu contesté encore en tant que meilleur poids lourd potentiel. Derrière, Pedro Izzo, il avait perdu contre Couture, Josh Barnett, il avait perdu contre Pedro Izzo, etc. Donc c'était très compliqué de trouver quelqu'un d'autre qui s'affirmait vraiment. Et du côté de l'UFC, on avait Mark Coleman qui était encore relativement coté, mais finalement, la défaite contre Nogueira et le manque de référence en 2001 de gros noms qu'il aurait battu le décote un petit peu. Et puis derrière, des mecs comme Ethering, Vovchanchin, ils ont des victoires, des défaites, mais c'est pas régulier. Donc Nogueira numéro 1, et derrière, c'est un peu la course avec un grand nombre de combattants. Je vais finir juste en précisant que Fyodor Emelianenko n'a pas encore fait ses débuts au Pride à ce moment-là. Ça va être un nom absolument incontournable, donc je voulais le signaler. Mais c'était un combattant très compétitif, quasi un des tout meilleurs à la Rings, une autre organisation importante au Japon. Quant à Mark Hunt et Cro Cop, qui sont des gros poids lourds à venir, ils n'avaient pas encore fait leur début véritablement en MMA à ce moment-là. Mark Hunt est devenu le champion du Grand Prix du K1 en kickboxing en 2001, et Cro Cop avait un match annoncé contre Mark Hunt au début de l'année 2001 au K1, donc
ils faisaient tous les deux partie des tout meilleurs kickboxers de la planète, mais ils n'étaient pas encore en train de faire du MMA. Voilà un petit peu pour le topo de début d'année. Et donc maintenant, eh bien, on va pouvoir parler un petit peu des 12 combats, puisque si on a pu se mettre dans l'esprit d'un fan de l'époque au 1er janvier qui allait découvrir tout ça, bien on va les découvrir et on va voir que la plupart des combats sont réellement choisis par moi-même, par votre humble serviteur, parce qu'ils sont importants historiquement avant tout, et en plus de ça, relativement fun. Je vais éviter de prendre des matchs qui sont juste fun à voir, mais qui n'ont aucun retentissement. Je considère qu'un grand combat de MMA, c'est aussi un combat qui a une certaine magnitude, qui affiche une très, très grosse compétitivité à l'époque. Évidemment, les meilleurs combattants de l'époque seraient difficilement comparables avec les meilleurs combattants d'aujourd'hui, mais c'était très solide. Et le style de combat, la façon dont ça se déroule, les skills qui sont affichés sont pas non plus extrêmement éloignés de ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est pas non plus la préhistoire. Là, on est arrivé dans l'ère moderne, même si les meilleurs de l'époque ne seraient pas compétitifs contre les meilleurs d'aujourd'hui, je pense. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier combat de cette liste, le combat entre Jens Pulver et BJ Penn. Donc, le 11 janvier 2002. Je prends les combats dans l'ordre chronologique. Ça se passe à l'UFC 35. Et si vous avez écouté ce que j'ai dit, eh bien c'est le combat entre le meilleur lightweight du monde à l'époque, Jens Pulver, le champion de l'UFC, contre la sensation BJ Penn, qui est à 3 matchs, 3 victoires en carrière, qui n'a même pas un an d'expérience en MMA, et qui a gagné ses 3 matchs par KO, alors que sa spécialité, c'est le jiu-jitsu. Donc on se dit, attention, il y a toute une réserve de talent et de qualité que ce combattant a, qui pourrait lui permettre de faire encore plus fort que ce qu'il fait déjà, qui est déjà énorme. Voilà. Alors si j'ai choisi ce combat, c'est non seulement parce que c'est un énorme combat, et je pense qu'à ce stade de l'histoire, c'est le plus gros combat lightweight de tous les temps, au moins de l'UFC, voire mondial. En tout cas, c'est un énorme combat, ça, incontestablement. Et c'est en plus un combat qui est beaucoup plus fun que le combat entre Jens Pulver et Kaol Luno, et qui, je trouve, affiche des skills encore plus forts. Je trouve que ça a l'air encore plus compétitif. Et puis, je trouve que c'est un combat qui est extrêmement serré, captivant, accroché. Il y a quelque chose. D'ailleurs, le déroulement du combat est intéressant, puisque BJ Penn va dominer les 2 premiers rounds. Il va même quasiment gagner le 2e round 18 à mon sens, puisqu'il va finir le round dans une position de soumission et va faire taper Jens Pulver au moment du buzzer. Et comme c'est au moment du buzzer, l'arbitre va les faire séparer et va faire continuer le combat. Mais à 1 seconde près, on aurait pu dire victoire de BJ Penn par soumission. Ça, c'est à ce point-là. Donc c'est logique de donner un 18 dans ces cas-là, parce que c'est quand même chaud. Et après ça, en fait, Jens Pulver va gagner tous les rounds de façon de plus en plus nette. Donc il va prendre l'ascendant de plus en plus nettement, pour remporter le combat à la décision, mais une décision majoritaire. Il y a un juge qui va donner un 18 à BJ Penn dans le round 2. Je vous rappelle que les rounds sont scorés soit 19 si un combattant gagne un round sans que ce soit très net, soit 18 s'il gagne le round de façon très très nette. Et du coup, on fait le total à la fin. Et là, à la fin, 2 juges donnent 48-47, donc en gros 3 rounds à 2 gagnés de façon peu nette pour Jens Pulver. Et un juge donne 47-47, c'est-à-dire 2 rounds à BJ Penn, dont 1 gagné très nettement, et 3 rounds à Jens Pulver gagné pas très nettement. Donc voilà, c'est pour dire à quel point c'était très serré, très accroché. Ce qui est incroyable, c'est que BJ Penn, avec moins d'1 an d'expérience en MMA, et sans avoir utilisé plus que ça son jiu-jitsu dans ce combat, finalement, à part dans le 2e round, eh bien, il est déjà au top niveau. Il est déjà au niveau des meilleurs, parce que ça se joue à très peu de choses. Et bon, mais Jens Pulver conserve, donc ça aurait pu devenir un grand nom, une grande légende, Jens Pulver. Malheureusement, ça n'empêche pas que le combat est à voir et que c'est un excellent combat. Malheureusement, après ça, ça va être un petit peu la merde du côté des lightweights à l'UFC, puisque Jens Pulver va avoir il va y avoir un problème de négociation de contrat avec Jens Pulver. Pulver va préférer quitter l'UFC. Il va donc laisser le titre lightweight vacant et continuer un peu son chemin d'abord dans des petites organisations aux États-Unis, puis au Japon ensuite. Et donc l'UFC va vouloir relancer ce titre en faisant un match entre BJ Penn, donc, qui était tout près du numéro 1, et Kaol Luno, l'ancien numéro 1. Malheureusement, ce combat va se solder par un match nul. Et du coup, ça va remettre à plus tard l'avènement d'un champion. Et dans le temps où ils vont essayer de remettre ce match en place, BJ Penn va signer un contrat avec le K1 pour la branche MMA que le K1 va tenter de lancer. Et du coup, l'UFC, voyant qu'ils ont de la peine à trouver des gros noms de la catégorie, vont préférer mettre sa ceinture au placard en attendant. Donc la ceinture réapparaîtra à l'UFC plus tard. Donc quelque part, ce match, aussi excellent soit-il, aussi captivant, accroché, compétitif soit-il, eh bien il n'est pas relié d'un point de vue de linéage à Khabib Nurmagomedov, le champion actuel, ou à tous les champions qu'on a eu entre les deux. C'est un peu la fin de cette première époque des lightweights, où là ça va un peu éclater, et ça va se reconstituer et se cristalliser autour notamment de BJ Penn qui va devenir une grande star.
Donc c'est intéressant de voir le meilleur de tous les temps et le meilleur lightweight de l'époque à ce moment-là, James Pulver, qui est un combattant en plus assez intéressant, qui était dans le Miletich Fighting System, qui était voilà, très complet, très bon en boxe, avec un petit charisme, une histoire personnelle aussi intéressante. Il a eu des gros problèmes de violence lorsqu'il était enfant, on va dire. Et l'arrivée de BJ Penn qui va être un prodige absolu, qui va être extraordinaire dans les années qui vont suivre, et qui va donc, comme je l'ai dit, cristalliser le meilleur du meilleur des lightweight dans les années qui vont suivre, 2003-2004 en particulier. Je passe au deuxième combat. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci, qui est quand même intéressant. Deuxième combat, donc, ça sera le combat entre José Pelelendi Jones et Carlos Newton au Pride 19. Ça se passe le 24 février, donc on a avancé d'un peu plus d'un mois. Alors ça, c'est complètement différent. D'abord, c'est un combat qui se passe chez les welterweight, middleweight. On est au Pride, donc il n'y a pas véritablement de catégorie de poids, donc c'est un petit peu difficile à dire, mais on sait que c'est des combattants qui combattaient globalement à un poids oscillant entre 85 kg et 77 kg. José Pelelendi, je vous en avais parlé dans les années 90, c'était l'un des grands noms du Vale-Tudo au Brésil, donc du MMA brésilien dans les années 90, c'était un des tout meilleurs. Il était resté invaincu, ça a été la première star de l'école Shoot et Box, donc la même école que Wanderlei Silva ou Anderson Silva à ce moment-là, donc même style de combat que ces deux-là, avec toute une attitude, ce côté un petit peu irrespectueux, agressif. Et Carlos Newton, c'était l'ancien champion welterweight de l'UFC, quelqu'un qui avait déjà quand même pas mal de combats de référence, qui avait affronté vraiment du très gros niveau, et quelqu'un qu'on voyait surtout comme un spécialiste des soumissions, très fort au sol, avec en plus de la puissance, et quelqu'un qui était très dynamique au sol, qui tentait beaucoup de soumissions, qui n'était pas juste au sol pour contrôler, et qui faisait souvent d'ailleurs des combats assez spectaculaires. Je vous ai parlé plusieurs fois de lui dans le passé. Et ce combat-là, si je l'ai choisi, c'est pas juste parce que c'est des combats entre deux combattants assez connus de l'époque, qui étaient quand même relativement importants. On parlait certainement de deux des au moins 10 meilleurs welterweight, middleweight de l'époque, incontestablement. Je rappelle que José Pellendi avait battu Matthews en 2001. Alors même s'il avait eu des défaites par ailleurs, il restait compétitif contre le top du top à l'époque. Spécialiste de KO notamment avec les coups de genoux. Et Newton était l'ancien champion UFC, donc forcément il était considéré comme un des meilleurs. Mais ce qui fait que le combat est vraiment intéressant à voir rétrospectivement et que c'est un des combats mémorables et à voir de l'année 2002, c'est que il est extrêmement fun à regarder en fait tout simplement. C'est une opposition de style total. On a un striker qui cherche le KO, José Pelelendi, et on a un grappleur qui cherche l'amener au sol et la soumission au sol, Carlos Newton. Et je vous rappelle qu'au Pride, on a un premier round de 10 minutes. Tout va se passer dans ce premier round. Je ne vous dis pas vraiment la durée, histoire que vous ayez un peu de suspense. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Newton va devoir beaucoup s'employer pour mettre José Pelelendi au sol. Et tout ce côté compétitivité, de défense d'amener et de chercher à mettre des coups de genoux tout en défendant les amener au sol de la part de José Pelelendi, ça donne vraiment une tension et un niveau comme ça où on sent que c'est fort. Et une dimension tactique aussi qui est intéressante. Et lorsqu'on va être au sol, Carlos Newton va être très agressif avec ses soumissions, il va tenter beaucoup de choses. José Pelelendi va montrer une bonne défense, va même réussir à se relever plusieurs fois. Et c'est souvent en se relevant qu'il va se montrer dangereux. En contrant les tentatives d'amener au sol, à un moment donné, il va le faire avec un kick, un front kick qui va mettre Carlos Newton au sol. Il y a à un moment donné un gros coup de genou qui passe en uppercut, alors que Newton semblait vouloir descendre pour peut-être faire une amenée au sol. Enfin, il ne savait pas trop, il prend un genou comme un uppercut sous le menton, et il est très sonné après. Donc c'est vraiment à toi, à moi, un petit peu dans la situation qui domine. Et José Pelelendi, à mon sens, va perdre le match en faisant une grosse erreur. C'est aller au sol quand il aura Carlos Newton sonné pour essayer de le finir au sol. Le problème, c'est que Newton a vraiment des bons réflexes, des bons instincts au sol, et il va réussir à contrer une clé de bras de José Pelelendi dans une clé de bras à lui, un jujigatame, donc un armbar où vous étendez le coude, et va gagner sur une soumission alors qu'il était sonné une minute avant, donc c'est assez épique dans une mesure. C'est vraiment un super combat hyper fun. Et en plus, entre deux noms que je trouve vraiment mémorables de l'époque et qui sont un peu oubliés, je trouve, dans l'histoire du MMA, en particulier José Pelelendi, qui va quitter la shoot box, enfin, je crois qu'il va être viré de la shoot box suite à ça. La shoot box va essayer de faire de Wanderlei Silva, qui était déjà leur star, une encore plus grosse star, et va essayer de faire monter Anderson Silva dans cette catégorie plutôt welterweight, middleweight, à la place de José Pelelendi, qui est un petit peu au bout de sa carrière et qui va plus faire grand chose ensuite, je vous en reparlerai pas. Je vous reparlerai pas non plus de Carlos Newton qui va pas faire grand chose, mais notez que Carlos Newton, sur l'élan de cette victoire, affrontera Anderson Silva en 2002 ou 2003, je ne sais plus exactement, et perdra par justement coup de genou, la même technique que José Pelelendi a utilisée, avec laquelle il n'est pas passé loin de gagner ici. Donc voilà un petit peu, la boucle est bouclée, mais c'est un combat vraiment, vraiment fun à regarder, excitant et d'un haut niveau. Je passe au combat suivant. Le combat, on retourne à l'UFC.
Le combat entre Randy Couture et Josh Barnett à l'UFC 36, ça se passe le 22 mars, donc on passe, on a un combat par mois, c'est bien foutu. Donc Randy Couture était champion de l'UFC, il restait sur ses deux belles victoires contre Pedro Izzo et la victoire contre Randleman, commençait à être considéré comme vraiment un des tout meilleurs poids lourds, mais il lui fallait d'autres défenses de titre, parce que je vous l'avais dit dans l'intro, il avait été contesté par des défaites un petit peu difficiles à avaler au Japon contre des combattants de seconde classe. Je vous avais dit, contre Valentin Overeem, qui était vraiment pas un tueur à l'époque, et qui n'a jamais été un tueur d'ailleurs, et Henson Inoue. Même chose. Et là, il affrontait Josh Barnett, qui n'était pas exempt de tout reproche, puisqu'il avait perdu un match en carrière en 11 ou 12, je sais plus, il devait être à 12 victoires, une défaite. Josh Barnett, qui avait perdu contre Pedro Rizzo. Mais Josh Barnett proposait une équation beaucoup plus compliquée à résoudre pour Randy Couture que Rizzo, puisque contre Rizzo, pour Couture, la clé était de mettre Rizzo au sol et de le finir en ground and pound, ou alors de se servir du fait que Rizzo allait être omnubilé par l'amener au sol pour le dominer en striking. C'est comme ça qu'il avait gagné. Contre Josh Barnett, l'équation est différente. Barnett est plus grand, plus lourd, probablement plus puissant, et très très fort en grappling. Il n'est pas dégueu en striking, mais son point fort, c'est le grappling aussi. Sauf que c'est pas le même grappling que Couture. Pour Randy Couture, c'est la lutte gréco-romaine, donc la lutte qui n'utilise pas l'attaque aux jambes. Pour Barnett, c'est ce qu'on appelle le catch wrestling. Le catch wrestling, c'est l'héritage de tous les shoot wrestlers, c'est-à-dire des catcheurs qui avaient des grosses bases de lutte dans les années 40, 50, 60 et même peut-être avant même les années 40. Donc des noms comme Luthez, Carl Gotch, Stronger Lewis et Billy Robinson. Billy Robinson, grand shoot wrestler britannique, si vous connaissez un peu le catch de cette époque-là, c'est vraiment un nom incontournable, qui a formé Josh Barnett avec Carl Gotch. Carl Gotch qui avait formé Inoki, qui avait affronté Mohamed Ali dans un espèce de pseudo-combat de MMA en 74. Donc Josh Barnett avait des skills qui étaient assez particulières, avec un profil athlétique assez difficile à gérer pour Couture. Donc on pouvait se demander, est-ce que Couture va décider de rester debout face à Barnett, ou est-ce qu'il allait essayer d'appliquer sa stratégie habituelle? Et on se rend compte assez tôt qu'il va utiliser justement cette stratégie habituelle d'aller au sol, pensant que sa lutte gréco-romaine allait suffire. Et ça semble être le cas au départ. Couture va mettre Barnett au sol, va dominer, mais sans faire de dégâts. On sent Barnett très à l'aise au sol, et on ne sent pas Couture très dangereux en réalité. Ça va se passer comme ça tout le premier round. La moitié à peu près du deuxième round, et à peu près à la moitié, les deux tiers du deuxième round, Barnett va réussir à renverser Couture sur le dos, alors qu'il avait Couture dans sa garde à lui, donc il était lui sur le dos avec Couture sur lui. Il va le renverser, et là, avec Couture sur le dos et Barnett sur le dessus, ça va pas du tout la même chose. Barnett semblait très confortable sur le dos, et les attaques de Couture ne semblaient pas l'inquiéter. A l'inverse, quand Barnett va sur le dessus, il va faire tomber une pluie de coups, il va vraiment accélérer, et va mettre KO Randy Couture pour devenir le nouveau champion de l'UFC. Donc c'est une passation de pouvoir dans une mesure importante. C'est l'avènement d'un combattant vraiment important, Josh Barnett. Maintenant, gros mea culpa, un peu de la manière de ce que je vous disais sur James Pulver, BJ Penn. Malheureusement, le vainqueur de ce combat ne va pas devenir ce qu'il aurait pu devenir, à savoir un grand champion. Je pense que Josh Barnett avait été resté à l'UFC. Il aurait pu battre la plupart des challengers qui venaient, que ce soit des Arlovski, des Team Sylvia, tout ça. Je pense qu'il aurait pu rester champion bien longtemps. Malheureusement, Josh Barnett va être pris positif pour stéroïdes. Du coup, l'UFC va le licencier, va le virer du roster. Le titre va se retrouver vacant. Et Josh Barnett va continuer une belle carrière au Japon, d'abord à la Pancras Evil Wrestling, puis ensuite au Pride. Je vous en parlerai immanquablement. Mais c'est intéressant de revoir le combat aussi, en regardant Josh Barnett, en se disant qu'est-ce qu'il aurait pu devenir, mais aussi en se disant que est-ce que sans les stéroïdes, il aurait pu gagner ce combat, sachant que le cardio quand même était là de son côté. Peut-être que sans cardio, il n'aurait pas pu accélérer comme ça et mettre Couture autant en difficulté. Toujours est-il que c'est une victoire pour Josh Barnett et que c'est un combat important dans sa carrière, puisque souvent Josh Barnett, pour lui donner crédit par la suite, et c'est quand même quelqu'un qui va rester compétitif parmi les meilleurs poids lourds, les top 10 incontestables, de là jusqu'à 2012-2013, Josh Barnett, c'est son premier grand moment. Il va souvent être référencé comme un ancien champion de l'UFC, malgré qu'il aura été débouté du titre. Donc on peut considérer cette victoire un minimum légitime, d'autant que on sait très bien que l'UFC va avoir beaucoup de combattants qui vont être dopés, que ce soit à l'époque, ils en avaient certainement, et plus tard, qui ne vont pas être licenciés comme ça a été le cas pour Josh Barnett. Donc c'est assez surprenant, je ne sais pas vraiment pourquoi lui plus que les autres. Mais enfin, en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Donc un combat qui est peut-être pas hyper excitant, hyper fun, mais assez mémorable et assez cool à revoir. Je vous invite à aller jeter un œil si vous ne le connaissez pas. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais passer tout de suite à un combat qui pour le coup est peut-être un peu moins important d'un point de vue historique, mais hyper fun. C'est le combat entre Mario Sperry et Murillo Ninja Rua au Pride 20, donc le 28 avril, encore
un mois plus tard, mais ce ne sera pas le cas pour le match suivant, parce que ce sera un match qui sera de la même soirée. Donc Murillo Ninja contre Marius Perry, c'est surtout un combat intéressant dans ce qui va se passer dans le combat. Mais c'est pas inintéressant du tout de reprendre le contexte, parce que déjà le contexte et le cadre dans lequel ces deux combattants-là s'affrontent est hyper intéressant aussi. Marius Perry, c'était le fondateur de la Brazilian Top Team, avec Murilo Bustamante, ils étaient deux cofondateurs. La Brazilian Top Team, c'était l'école dans laquelle s'entraînait notamment Antonio Rodrigo Nogueira, donc le numéro 1 des poids lourds, et ça devenait une des plus grosses écoles dans le monde, hein, un camp d'entraînement où on avait parmi les meilleurs combattants mondiaux à l'époque, brésiliens. Ils se spécialisaient dans le jiu-jitsu, c'était vraiment dans la tradition du jiu-jitsu. Hein. Bustamante et Perry sont des ceintures noires de jiu-jitsu très respectées, qui ont eu leur ceinture par la famille Gracie elle-même. Donc ils étaient très cotés. Ils avaient Nogueira spécialisé soumission, donc voilà, c'était une grosse école. Et ils commençaient à faire de l'ombre à la Chute Boxe, l'autre grande école au Brésil qui a dominé avant ça, et qui dominait encore, notamment chez les light heavyweight avec Wanderlei Silva, chez les welterweight avec Anderson Silva, ils avaient vraiment beaucoup de grands noms. Je vous ai parlé de José Pelelandi juste avant. Et ils avaient aussi ce dénommé Murillo Ninja Rua. Murillo Ninja, c'est le grand frère, j'allais dire petit frère parce qu'il est plus petit que peut-être un combattant que vous connaissez, Mauricio Shogun Rua. Et Murillo Ninja, c'était un des meilleurs combattants à l'époque. Il avait quasiment aucune défaite. Il venait de perdre. Peut-être pas, c'était peut-être pas le match d'avant, mais en tout cas, il avait perdu récemment contre Dan Anderson, mais en split decision. Ça vous place un petit peu où il était dans la hiérarchie. Marius Perry, lui, c'était pas du tout un combattant nul, puisqu'il venait de battre Igor Vovchanchyn. Donc, c'est deux gros représentants des deux écoles. Mais d'un côté, on a quelqu'un de très zen, très classe et vétéran, fondateur de son école, enfin de son camp d'entraînement, la Brazilian Top Team, Marius Perry, contre un jeune loup aux dents longues qui a ce truc un peu irrespectueux et tout ça, et très agressif, Murillo Ninja. Donc il y a un contraste de style énorme, avec un gros prestige de savoir quelle est la meilleure école, quel est le meilleur camp d'entraînement au Brésil, entre les deux gros poids lourds de camps d'entraînement brésiliens à l'époque, et deux des meilleures écoles dans le monde du MMA, puisqu'ils avaient parmi les meilleurs combattants dans différentes catégories de poids de chaque côté. Donc il y avait un gros contexte. Mais encore une fois, ce qui fait que j'ai choisi ce combat dans cette liste, c'est que c'est un combat qui est hyper fun. Moi, c'est mon deuxième combat préféré de l'année, parce qu'il y a un combat qui est juste énormissime, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais sinon, ça aurait pu être mon combat préféré de l'année, en particulier les 10 premières minutes. Je vous le spoil un petit peu, c'est un combat qui va aller à la décision, donc au bout du premier round de 10 minutes, puis 2 rounds de 5 minutes, c'était le cas au Pride à l'époque. Mais le premier round de 10 minutes, c'est absolument hallucinant. C'est le genre de round où les deux font des amenés au sol, les deux arrivent à faire des renversements au sol, les deux tentent des soumissions au sol, les deux touchent en ground and pound au sol. On n'arrive pas trop à savoir qui domine, mais les deux font plein de trucs, ça n'arrête pas, c'est à toi, à moi, c'est extraordinaire. Il y a un moment donné où les deux sont sonnés debout, donc c'est complètement dingue. Et ce qui est d'autant plus dingue, c'est qu'on s'attendait à ce que le grappling soit clairement en faveur de Marius Perry et que le striking soit clairement en faveur de Murillo Ninja Rua. Et ce ne sera pas le cas en fait, ce sera très serré dans tous les domaines. Et ce qui va permettre à Murillo Ninja Rua de gagner, c'est le cardio qui va être meilleur pour le deuxième et le troisième round et qui va permettre à Murillo Ninja de dominer ces deux rounds-là et de gagner le match. Mais le premier round de 10 minutes, il est incroyable. C'est un match à voir, c'est vraiment une petite pépite, un petit match culte légendaire, hyper fun des premières années du Pride, qui a en plus un contexte et un prestige derrière super important. Avec cette victoire, la Chute Boxe va pouvoir un petit peu parader et tout ça. Il va y avoir un rematch un petit peu dans l'esprit de cette guerre entre les deux camps d'entraînement, avec cette fois-ci un jeune loup aux dents longues de la Brazilian Top Team et un jeune loup aux dents longues de la Chute Boxe, toujours le même, Murillo Ninja. Ça sera Ricardo Arona contre Murillo Ninja, et Arona va venger la défaite de son maître, Marius Perry, pour mettre un peu les compteurs à zéro. Donc, une guerre qui ne va pas être vraiment résolue et qu'on retrouvera ensuite avec d'autres combats, justement Arona contre Shogun ou contre Wanderlei, etc. Je vous en reparlerai. Mais en soi, juste ce combat-là en tant que tel, c'est vraiment quelque chose de super fun à voir et que je vous recommande très 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 chaudement si vous aimez les combats un peu foufou comme ça. Et je crois que c'est le cas de la plupart des fans, et qui ont en plus un gros bagage technique derrière, une grosse compétitivité, et en plus une notion de fierté et d'enjeu derrière. Je passe au combat suivant, c'est le même soir, c'est le Pride 20. Alors là, c'est tout simplement un dream match, surtout rétrospectivement, mais déjà à l'époque, je pense que les fans considéraient ça comme un dream match. C'est le combat entre Wanderlei Silva, le champion middleweight du Pride. Middleweight au Pride, ça veut dire light heavyweight si on prend sur les noms qu'on applique aux catégories de poids aujourd'hui. Donc le match entre Wanderlei Silva et Mirko Cro Cop, l'un des tout meilleurs kickboxers de la planète poids lourd à l'époque. Cro Cop, il n'a jamais gagné le Grand Prix à ce moment-là, mais il a battu Mark Hunt en 2002, donc avant de faire ce combat. Mark Hunt qui lui avait gagné le Grand Prix en 2001. Donc c'est pour vous dire, s'il a battu le gars qui était numéro 1 en 2001, on pouvait argumenter qu'il était dans le top 3 facilement.
Et c'était un dream match parce que c'était un match entre une grande star du K1, grosse organisation japonaise de kickboxing avec les meilleurs combattants poids lourds de kickboxing de la planète. Et quand je dis kickboxing, je devrais plutôt dire de pied-point, parce qu'il y avait des karatékas, comme Francisco Filho par exemple. Et Wanderlei Silva, lui, c'était le meilleur combattant de MMA chez les light heavyweight, quasi considéré comme l'un des 2 ou 3 meilleurs pound for pound en MMA de l'époque, et qui en plus était un combattant qui dominait par son striking. Donc ça s'annonçait non seulement comme une opposition de combattants très très forts, pas dans les mêmes domaines, avec la fierté de représenter 2 organisations différentes, mais en plus de combattants qui étaient spectaculaires habituellement et qui allaient certainement matcher au niveau style pour que ça fasse quelque chose de spectaculaire pour les fans. Donc c'était vraiment un dream match. Là où on va aller encore plus loin dans le dream match, c'est que le K1 va négocier les règles. Alors ça va pas améliorer le côté dream match parce qu'au final ça va détériorer un petit peu une partie du truc, mais on voit que le K1 va négocier les règles du combat pour que ça avantage leurs combattants. Et Wanderlei Silva va accepter le défi. En fait, le K1 va demander à ce que les rounds ne soient pas des rounds longs, mais des rounds courts. Donc au lieu d'avoir un round de 10 minutes et 2 rounds de 10 minutes, 2 rounds de 5 minutes, pardon, un round de 10 minutes et 2 rounds de 5 minutes, donc un match de 20 minutes, on va avoir un match de 1 quart d'heure découpé en 5 rounds de 3 minutes. Donc ça, pourquoi? Parce que ça permet de faire des restarts debout qui vont avantager le striker le plus talentueux des deux, et le K1 devait penser que c'était le leur, Mirko Cro Cop. Surtout que Wanderlei Silva étant ceinture de jiu-jitsu brésilien, on pouvait penser qu'il allait plutôt utiliser jiu-jitsu contre un gars comme Cro Cop plutôt que son striking. Deuxième règle qui avantageait le striker spécialiste, Cro Cop, si le combat se retrouvait au sol dans les cordes, l'arbitre les ferait repartir au centre, mais debout, contrairement à l'habitude au Pride où les combattants repartaient au centre, mais dans la même position au sol. Hein, c'était l'idée au Pride de dire l'environnement ne doit pas s'interposer entre les techniques et les capacités des deux combattants. Alors que la cage à l'UFC était un élément intégral du combat, qui doit être pris en compte. Au Pride, non. Le cadre ne doit pas être pris en compte. Il fallait presque imaginer que dans la mesure du possible, s'ils avaient pu faire une plateforme lisse, sans aucune aspérité, sans aucun obstacle, qui s'étendait à l'infini, ils l'auraient fait. Évidemment, ils ne pouvaient pas, donc ils ont mis des cordes quand même pour pas qu'ils tombent du ring. Et quand tu arrives dans les cordes, bah, tu repars au milieu de la même position. Enfin, quand tu es au sol. Donc voilà, donc juste des règles adaptées. Et enfin, dernière règle adaptée de la part du K1 qui a négocié. Si ça devait aller au bout du temps limite, il n'y aurait pas de décision de juge, ça serait automatiquement un match nul. Donc ça casse un petit peu le dream match, mais c'est intéressant de noter que Wanderlei Silva va accepter ces règles qui pourtant le désavantagent, et ça va donner encore plus quelque chose, parce que là, tout d'un coup, si Cro Cop perd, bah, on lui a donné tout ce qu'il fallait pour qu'il gagne, et il perd quand même. Et si Wanderlei Silva perd, bah, on pourra dire il a quand même été courageux de le faire, mais il a été battu, et attention. Il faut noter que Cro Cop, c'était un vrai poids lourd, hein, qui devait peser plus de 100 kg. Wanderlei Silva a peut-être augmenté un peu son poids pour ce match, mais il devait faire, à mon avis, moins lourd que Cro Cop pour ce combat-là. Donc il y avait quand même tout un courage derrière. On pouvait s'attendre à ce que si Wanderlei était aussi agressif qu'à l'accoutumée, il allait se faire mettre KO par un spécialiste comme Cro Cop, qui était en plus très habitué des KO, avec notamment la jambe gauche de Cro Cop qui est devenue légendaire. Et ça va être un combat qui va être vraiment fun à regarder. Alors, un petit peu frustrant, parce qu'on va aller au bout du temps et on aura un match nul. Mais si vous regardez le combat, vous pourrez facilement vous faire un avis de qui était le meilleur combattant des deux sur ce combat et donc qui a gagné quelque part. Et c'est un combat où quand même il va se passer des choses. Wanderlei Silva va prendre 4 énormes middle kicks de la part de Cro Cop, tellement énormes qu'à un moment donné on voit son flanc droit qui est hyper rouge, sauf à quelques petits endroits où on voit les traces de pied, des doigts de pied de Cro Cop. C'est à ce point-là qu'il est violenté, donc c'est quand même chaud. Mais on ne verra pas Wanderlei Silva broncher, donc il ne va jamais sembler décontenancé par les kicks. Et lui, il va quand même toucher aussi debout, Wanderlei Silva, mais surtout, il va remporter le combat en réussissant à avoir des amenés au sol contre Cro Cop et en faisant quelques petits dégâts en ground and pound. C'est un combat qui, à l'arrivée, est relativement serré. S'il y avait dû avoir des juges d'aventure, clairement, ils auraient donné la victoire à Wanderlei Silva. Mais c'est surtout sectionné parce qu'il y a une ambiance de dingue. Et l'un des points incontournables du combat, et je vous invite vraiment à regarder ça, c'est le stare down. Plus fun encore que n'importe quoi qui se passe pendant le combat, c'est le stare down. Le stare down, c'est quand les combattants arrivent au milieu du ring et se regardent pendant que l'arbitre donne les dernières injonctions. Et ils se fixent dans les yeux. À l'habitude, Wanderlei Silva a l'habitude de manger son adversaire avec son stare down, très bestial comme ça, et genre avec son petit sourire, genre je vais te niquer. Il a l'air hyper sûr de lui, hyper comme ça, avec une présence bestiale, agressive. Mais là, ça marche pas. Parce que Cro Cop le regarde déjà de haut, il est plus grand, et il le regarde avec un regard froid,
presque sans pitié et hostile à la fois, mais en même temps très décontracté. C'est assez impressionnant à voir. Et c'est très contrasté comme façon de regarder l'un et l'autre. Mais c'est des deux côtés, t'arrêtes pas, ton regard va de l'un à l'autre. Et tu regardes et tu dis, waouh, putain, c'est énorme. Une intensité incroyable. Donc le Stardown, je voulais en parler spécifiquement parce que c'est quelque chose de monstrueux. Et la foule aussi est géniale dans ce combat. La foule, elle est à fond. Elle est à fond pour Vanderlei en particulier. Alors, le combat va aller au bout du temps limite. Clairement, s'il y avait dû avoir des juges, Vanderlei Silva aurait gagné. D'ailleurs, Vanderlei Silva célèbre après le combat en montrant que le ring, c'est le mien et tout. Il fait signe comme ça. Donc Vanderlei Silva a quelque part gagné, ce qui ajoute, malgré que c'est un match nul officiellement, à la légende de Vanderlei Silva, qui était déjà l'un des tout meilleurs au monde et qui, avec ça, s'affirme encore plus comme une star et comme encore plus un des vraiment tout meilleurs. C'est aussi le combat. Alors Cro Cop avait fait quelques combats de MMA avant, mais qui sont vraiment pas importants à noter. Je pense que c'est le combat qui va inviter Cro Cop à revenir au Pride. Il va revenir d'ailleurs 2-3 mois plus tard affronter Sakuraba dans un événement en commun K1 Pride. Je vais vous en reparler immanquablement. Et à terme, bien sûr, Cro Cop va devenir un combattant incontournable de la division poids lourd, du Pride et même du monde du MMA. Donc je vous en parlerai, mais c'était un dream match. Si vous ne l'avez jamais vu, allez le voir, même si je trouve que c'est plus intéressant encore de voir le Cro Cop Vanderlei Silva numéro 2, dont je vous reparlerai pour 2006. Combat suivant, c'est le combat entre Murillo Bustamante et Matt Linland à l'UFC 37, donc le 10 mai 2002. C'est un combat qui est parfois surnommé le double tap match, puisque Matt Linland, qui va perdre le combat en tapant 2 fois, va être soumis 2 fois dans le combat. Alors c'est assez surprenant, je vais vous raconter comment ça se passe. Mais avant, juste pour planter un peu le décor, Murillo Bustamante est devenu le 2e champion middleweight de l'histoire en battant le premier champion Dave Mene. Bustamante, il n'avait qu'une défaite en carrière à ce stade, c'était contre Chuck Liddell en light heavyweight. Il était invaincu en middleweight, cofondateur de la Brazilian Top Team, une des plus grosses légendes du jiu-jitsu brésilien à ce stade de l'histoire. Donc quelqu'un d'extrêmement coté, avec une bonne boxe et une grande allonge. Donc il était quand même très intéressant, très coté, très dangereux. Et face à lui, Matt Linland, médaillé d'argent au JO de Sydney en lutte gréco-romaine. Donc des grosses références en lutte, plus grosses que de toute façon n'importe qui dans tout le MMA à l'époque. Et qui avait gagné beaucoup de combats jusque-là, notamment par KO. Notamment contre Pat Miletich, son combat précédent, donc l'ancien champion welterweight qui avait été battu par Linland en KO. Donc là aussi, c'était un gros challenger. Donc clairement, pour moi, le plus grand combat de l'histoire de la division middleweight à ce stade de l'histoire du MMA. Si on compte pas les autres matchs entre deux combattants qui sembleraient middleweight, comme Sakuraba, Royce Gracie ou des choses comme ça. C'est le plus grand combat officiellement middleweight, pour le titre middleweight en plus, entre deux combattants très cotés qui à l'époque avaient vraiment un beau CV. Et c'est un combat qui va être vraiment intéressant. Et en plus, il a ce truc spécial du double tap, je vous en parle. Bustamante va... alors, on retrouve cette opposition de style jiu-jitsu lutte. Le lutteur va vouloir aller au sol pour contrôler au sol et toucher en ground and pound sans se faire prendre par le jiu-jitsu. Et le jiu-jitsuka va essayer de contrer les amener au sol ou de contrer le contrôle au sol par des soumissions. On va voir ça avec, semble-t-il, un avantage du côté brésilien, donc côté Bustamante, qui va vraiment déranger Matt Linland avec son jiu-jitsu, au point de le mettre dans une clé de bras. Et Linland va taper sur la cuisse, il me semble que c'est sur la cuisse de Bustamante. Du coup, Bustamante, sentant la tape, il lâche la prise et il considère qu'il a gagné par soumission. Sauf que l'arbitre n'a pas vu l'abandon de Linland et du coup, leur dit de continuer. Bustamante dit à Linland, mais attends, t'as abandonné, sois fair play. Linland dit non, mais machin. Et donc, Matt Linland va continuer le combat et va avoir une deuxième chance en fait dans ce combat. Et d'ailleurs, il va bien revenir dans le combat, il va dominer le deuxième round, il me semble, si je ne me trompe pas dans la chronologie du combat. Enfin, en tout cas, le premier round, c'est Bustamante, il me semble, avec cette première abandon. Deuxième round, c'est Linland qui va dominer. Bustamante va même être tellement confiant dans son jiu-jitsu après ce premier round qu'il va pull guard, il va tirer Linland dans sa garde en acceptant d'aller sur le dos. Bustamante se met sur le dos en amenant Linland avec lui. Donc il va faire un peu le jeu de Linland en faisant ça. Ça va relancer un peu Matt Linland, mais dans le troisième round, Bustamante va avoir l'intelligence de s'appuyer davantage sur sa boxe debout et de forcer Linland à faire les amener au sol. Linland, à un moment donné, va se faire toucher par une frappe en boxe et Bustamante va capitaliser en prenant une guillotine et en gagnant par guillotine avec un deuxième abandon donc, de Matt Linland. Donc, Bustamante gagne ce match de façon très impressionnante puisqu'il a obtenu 2 soumissions et un knockdown. Il a l'air vraiment trop fort en grappling et il a l'air tout à fait correct debout. On pouvait penser à ce moment-là que Bustamante s'annonçait comme un très grand champion et qu'il allait sûrement rester champion très longtemps. Pourtant, ce ne sera pas le cas. Bustamante va préférer quitter l'UFC pour aller gagner plus d'argent certainement au Pride, où il va affronter des combattants plus lourds et va avoir plus de difficultés.
Le titre middleweight va être mis vacant. Je vous raconterai ce qui va se passer avec le titre middleweight plus tard. Quant à Matt Lindland, ça va être un combattant qui va souvent avoir des matchs un petit peu chiants, il faut le dire, mais qui va rester pertinent quand même assez longtemps, mais qui n'aura pas de grand fait d'armes. Je vous reparlerai pas de Matt Lindland, et si j'avais dû le faire, je vous aurais parlé du match entre Matt Lindland et Fyodor Emelianenko en 2008, je crois, qui est pas mal à regarder. C'est un des rares matchs de Fyodor en Russie contre un combattant qui pouvait poser problème grâce à cette lutte. Voilà, donc un combat très compétitif, assez cool à regarder, assez mémorable, et qui surtout permet de voir Bustamante dans son sommet, dans le sommet de sa carrière, et de voir enfin un grand combat très compétitif officiellement en middleweight. Combat suivant, bon là je vais aller assez vite, c'est un combat cultissime que beaucoup de gens considéraient comme incontournable. J'irai pas jusque là, je pense qu'il est un peu surcoté. Ce combat entre Don Fry et Yoshihiro Takayama au Pride 21, donc le 23 juin. Don Fry, je vous en avais parlé pas mal pour l'année 96, ça a été un grand combattant en 96. Après ça, il a fait du catch et il est revenu au MMA en 2001. Depuis son retour, il a cumulé 3 victoires, mais pas de façon très éclatante. Il a une split decision contre Ken Shamrock. Et sinon, il a des victoires contre des combattants qui n'étaient pas hyper cotés. Donc, on savait, voilà, il avait qu'une défaite en carrière, on savait qu'il était compétitif, mais on se rendait compte qu'il n'était pas forcément considéré comme un des tout meilleurs. Et il affrontait donc Yoshihiro Takayama, un catcheur japonais, qui a aucune référence en MMA, mais qui est réputé comme étant un gros badass très très dur à mettre KO. Voilà, il avait cette réputation-là. Donc c'était un combat un peu entre deux anciens catcheurs, deux mecs très connus au Japon. Don Fry était catcheur au Japon, Takayama était catcheur au Japon à ce moment-là. Mais l'intérêt de ce combat, il n'est pas du tout sur le côté prestige ou histoire ou quoi. C'est un combat qui a été souvent élu match de l'année. Pourquoi? Parce que c'est un énorme slugfest et c'est probablement le plus gros slugfest de l'histoire à ce moment-là, de l'histoire. C'est quoi un slugfest? C'est un combat où en gros les combattants ne se défendent pas, ne cherchent pas à être défensifs, ne cherchent pas à se protéger. Ils envoient tout ce qu'ils ont et c'est un peu en mode on va se foutre sur la gueule jusqu'à ce que l'un de nous deux tombe. On va voir qui tombe en premier. Et là c'est vraiment ça. C'est-à-dire que très tôt dans le combat, ils se retrouvent les deux combattants à attraper l'autre derrière la tête et à envoyer des frappes dans la tête jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Donc ça, c'est hallucinant à regarder. Et d'ailleurs, la réaction du public est nucléaire, hein, c'est extraordinaire. Et évidemment, bon, il y en a un d'eux qui va tomber, c'est Takayama. Ça s'explique assez bien quand on regarde les ralentis, parce que Don Fry donne ses frappes avec déjà son meilleur bras, parce que je ne crois pas que Takayama soit gaucher. Et surtout, il engage ses hanches, c'est-à-dire qu'il ne donne pas un coup comme ça. Il donne un coup vraiment en envoyant les hanches. Donc il tape plus fort. Et par contre, à l'inverse, les coups de Takayama ne sont pas engagés autant avec les hanches. Et surtout, Don Fry arrive à glisser avec les coups, donc il limite l'impact. Et donc il met KO Takayama assez logiquement. Mais rien que pour l'image, rien que pour le côté culte du match, je devais l'inclure dans cette liste. C'est à voir, même si je trouve qu'en termes de slugfest, on verra beaucoup mieux. Et je vous proposerai des combats slugfest qui ne sont pas du tout prestigieux, mais qui sont meilleurs que celui-ci pour les années à venir. Mais ce ne sera pas ce que je privilégierai. Pour moi, les meilleurs combats, c'est aussi des combats qui sont compétitifs et importants historiquement. Celui-ci ne l'est pas, ni compétitif ni important historiquement, mais c'est vraiment quelque chose de spécial à regarder. Donc je vous invite vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, à aller voir ce truc qui est assez hallucinant. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais parlé pas mal avec un Australien qui était fan de catch et de MMA à une époque, et ce gars-là décrivait ce combat en disant que pour lui c'était the manliest thing ever, donc la chose la plus virile jamais faite. Bon, c'est évidemment exagéré, c'est une formule, mais ça vous donne un petit peu le délire. Bon, moi, dans le mode Slugfest, j'ai mieux, donc je vous en parlerai à l'occasion. Mais voilà, c'est à voir, à mon avis. Combat suivant, alors là, pour le coup, c'est encore plus à voir, parce que c'est tout simplement mon combat de l'année préféré de 2002, et même un de mes 3 combats préférés de tous les temps. Je prends une marge quand je dis ça, mais c'est potentiellement mon préféré de tous les temps. C'est vraiment un combat que je trouve absolument génial, que j'ai vu énormément de fois, que je connais très bien. Je le trouve totalement fascinant. Il est fascinant pour plein de raisons. Alors, j'annonce, hein, c'est le combat entre Antonio Rodrigo Nogueira et Bob Sapp au Pride Shockwave 2002, donc le 28 août 2002. Pride Shockwave 2002, c'était un événement qui opposait des combats, enfin beaucoup de combats opposaient des combattants du Pride à des combattants de K1, soit dans les règles du K1, soit dans les règles du Pride. Donc ça, c'était déjà très excitant parce que c'était des combattants qui étaient dominants dans deux organisations différentes et qui se retrouvaient, c'était un peu le choc des mondes. On retrouvait un peu ce sel des premiers temps du MMA, mais avec un niveau de compétitivité et des références plus grandes. Et là, c'est un combat qui allait se passer dans les règles du MMA, et on retrouve le champion poids lourd du Pride, qui ne met pas sa ceinture en jeu, il met beaucoup plus en jeu que sa ceinture, il met l'honneur de son organisation en jeu, parce que si le champion poids lourd perd dans les règles de sa spécialité contre quelqu'un qui ne fait pas partie du monde du MMA dans un tel événement, ça serait très compliqué pour le Pride. En plus, Pride, ça veut dire fierté.
Si le Pride voyait sa fierté bafouée, rien que par le nom, ça serait compliqué à tenir. Donc la pression était énorme sur Nogueira, et la magnitude du combat, elle est déjà monstrueuse. Mais là où on passe encore un cap, c'est que je ne sais pas comment les négociations ont eu lieu, mais imaginons que le Pride a fait un contrat ouvert. N'importe lequel des combattants du K1 affronte Nogueira dans les règles du K1. Nogueira peut battre n'importe lequel de vos gars. Imaginez un petit peu, le K1 dit ok, on vous met Bob Sapp. Ça se trouve, le Pride devait se dire putain, ils vont nous mettre Peter Hart, Ernesto Host, le Banner, on s'en fout, Mark Hunt, il fait taper tout le monde, il les met au sol, terminé. Mais là, Bob Sapp, vous avez vu la photo, je vous ai mis une photo. Bob Sapp, c'est spécial, il n'est pas du tout bon techniquement en kickboxing, mais il compense ça avec un physique totalement hors norme, sorti de l'imaginaire, enfin on dirait l'incroyable Hulk. Moi j'avais découvert ce combat sur un DVD best-of du Pride, des combats de 2002-2003 je crois. J'avais découvert le MMA quasiment avec ça. Et il y avait ce combat-là sur le DVD, et le commentateur français, je sais plus qui c'était, non j'arriverai pas à retrouver son nom, bref, disait qu'on dirait que Bob Sapp est sorti des BD Strange ou Marvel. C'est vraiment ça, il a un physique complètement hors norme. J'ai essayé de voir la différence de poids. A priori, il aurait entre 35 et 40 kilos de plus que Nogueira, de muscles. C'est le même écart qu'il y a entre un combattant des light heavyweight, donc mettons John Jones, et un combattant des flyweight. Il y a à peu près 40 kilos ou plus de 40 kilos d'écart, parce qu'ils sont à 93 kilos, les light heavyweight. Tu mets un light heavyweight tu lui enlèves 40 kilos, tu es à 53 kilos. C'est en dessous. C'est en dessous. C'est comme si vous preniez une strawweight féminine contre John Jones. L'écart de poids est monstrueux. 40 kilos, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors évidemment, plus on monte, moins l'écart de poids a d'impact. Mais quand même, on pouvait vraiment se demander si Nogueira allait pouvoir utiliser sa spécialité, à savoir le jiu-jitsu brésilien, pour soumettre quelqu'un comme Bob Sapp, sachant que ça allait s'afficher comme très compliqué de mettre Bob Sapp au sol. Et une fois au sol, est-ce que tu peux faire un triangle sur un mec comme Bob Sapp? Est-ce que tu peux faire tes renversements de jiu-jitsu? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux contrôler les bras de Bob Sapp? C'est la question. Et on va avoir une réponse. C'est David contre Goliath en vrai, et c'est absolument génial. C'est la technique contre la force brute. Et la première réponse qu'on a, c'est que non, Nogueira ne peut pas. C'est ça qui est génial. C'est que Nogueira est en énorme difficulté dans ce combat. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Dès qu'il arrive à renverser avec la technique Bob Sapp avec sa puissance, on se relève ou change de position. Il n'y a pas moyen de le garder sur le dos. Quand Nogueira est sur le dos, Bob Sapp déborde de partout. Il prend des coups en ground and pound, et avec la puissance de Bob Sapp, tu te dis c'est chaud. Et Nogueira, je pense, passe pas loin autour de la 6e minute d'être KO. Quand Nogueira tente des triangles, Bob Sapp le soulève, tu te dis il est obligé de casser le triangle, sinon il va se faire slammer, ça va être une boucherie. On a l'impression qu'il n'a aucune solution, à part, et il y a ça quand même dans l'esprit, à part d'attendre que Bob Sapp se fatigue. Parce que la contrepartie d'avoir un tel physique, d'avoir une telle puissance, c'est que ton cardio va lâcher à un moment donné. Et Nogueira s'accroche, et au bout d'un moment, dans le deuxième round en plus, donc Bob Sapp quand même tient 10 minutes, et il domine quand même très nettement le premier round. Au bout d'un moment, le match semble s'inverser, Nogueira commence à prendre l'avantage, et Nogueira finit par gagner par soumission. Et ça, c'est un truc un peu épique, parce que le mec, il a été au bout de l'enfer, et il a tenu, il a cru en son jiu-jitsu, et son jiu-jitsu a fini par lui donner raison, et c'est très très beau à voir, c'est de la belle technique qui dépasse la puissance physique. C'est un combat cultissime, vraiment. L'opposition de style technique contre force brute à son paroxysme, à son excellence, c'est un combat absolument génial. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut aller le voir absolument si ce n'est pas déjà fait. Extraordinaire, et qui forge énormément la légende de Nogueira. Bob Sapp continuera à faire du K1 par ailleurs, il fera quelques matchs de MMA par-ci par-là, mais ça ne sera pas un combattant dangereux en MMA, alors que si c'était consacré au MMA, fort à parier qu'il aurait été quelqu'un de très réputé. Mais voilà, un combat cultissime qui forge totalement la légende de Nogueira, qui devient une immense star, et quelqu'un dont le Pride aura un crédit à jamais pour l'éternité, quoi. Enfin, à jamais pour l'éternité, de toute façon, ça veut dire la même chose. Combat suivant, je vais aller un peu plus vite, on reste chez les poids lourds, mais cette fois-ci à UFC 39, le 27 septembre 2002. C'est un combat entre Randy Couture et Rico Rodriguez. Donc je vous disais tout à l'heure, suite au combat contre Josh Barnett de Randy Couture, où Josh Barnett était devenu champion, mais avait été destitué de son titre, la ceinture champion poids lourd de l'UFC était vacante. Ce combat, c'est le combat pour élire le nouveau champion poids lourd de l'UFC. On fait donc venir Randy Couture, l'ancien champion, contre Rico Rodriguez, le number one contender. Rodriguez, il était très impressionnant, il était à 9 victoires consécutives contre des beaux noms. Il était très compétitif, très complet. Donc un combat qui était vraiment
intéressant sur le papier. Pour vous citer des gars que Rico Rodriguez a battu, il avait battu des gars comme Pete Williams, un ancien combattant important des poids lourds, enfin, qui était encore important à l'époque. Andrei Arlovski, qui va être futur champion poids lourd à l'UFC, donc vraiment des pointures. Couture, bon bah je le présente plus. Et ça va être un combat vraiment compétitif. En plus, on pouvait se dire que Rico Rodriguez allait poser un peu le même genre d'équation que Josh Barnett, le catch wrestling en moins, mais même genre de gabarit, même genre de capacité, un peu très bon dans tous les domaines, peut-être meilleur debout. Et Couture va réussir à dominer énormément le premier temps du combat. Il va gagner le premier round clairement. Le deuxième round, encore clairement. Le troisième round, encore plus clairement. Moi, je donnerais même un 18 à Couture. Il y a un moment où il fait un slam sur Rico Rodriguez qui crie de douleur et après il fait abattre une pluie de coups. Rodriguez sort de ce round très tuméfié, un peu titubant jusqu'à son coin. Donc on est vraiment pas bien. On se dit à ce moment-là, il reste 2 rounds. Couture a gagné les 3 premiers rounds. Il est à l'abri pour une décision et Rico Rodriguez semble avoir aucune décision. Aucune solution, pardon. Et Rico Rodriguez va revenir dans le quatrième round comme une furie. Il va tout de suite trouver un takedown sur Couture. Il va mettre Couture sur le dos. On avait vu que Couture n'était pas très à l'aise sur le dos jusque-là. Et il va réussir petit à petit dans le round à avancer. Il va même être en position montée et faire des gros dégâts sur Randy Couture en ground and pound. Il va tenter une clé de bras. Il va pas passer loin de gagner le match. Vraiment, il va faire des gros dégâts. Il va gagner le round clairement, mais il va pas réussir à finir Couture dans ce round. On arrive donc dans le cinquième round avec un petit peu l'impression que Couture, ça commence à être chaud. Mais s'il tient, il gagnera par décision. Donc Rodriguez fait le forcing et finit par battre Couture par KO. Couture étant blessé à l'os orbital de je sais pas quel œil. Et il abandonne verbalement. Donc c'est une soumission verbale ou un KO technique si on veut quelque part. Et victoire de Rico Rodriguez sur frappe. Hein. C'est pour ça que je parle de KO. Rico Rodriguez, nouveau champion poids lourd de l'UFC, avec quand même une série de 10 victoires consécutives, très très fort. Il s'entraîne avec Tito Ortiz. Il pouvait laisser croire qu'il allait être champion longtemps, ça allait être un grand nom. Malheureusement, Rico Rodriguez, ça va être ce qu'on appelle un underachiever. C'est quelqu'un qui ne va pas réussir à faire autant que ce qu'on pouvait attendre de son potentiel. Il y en a quelques-uns dans l'histoire. Et finalement, je ne vous reparlerai pas de Rico Rodriguez, malgré que à ce moment-là de sa carrière, il semblait être au sommet. C'est quand même un combattant important à garder en tête, parce que c'était vraiment l'un des meilleurs poids lourds à l'époque. En atteste son très bon combat, où il ne doit pas être passé bien loin d'une décision, une victoire par décision contre Nogara au Pride, quelques temps plus tard. Et puis je ne vous parlerai pas tellement des poids lourds à l'UFC parce que Rico Rodriguez va perdre contre un combattant qui ne sera pas très coté, Tim Sylvia. Lui-même va perdre contre Frank Mir. Puis Frank Mir va avoir un accident de moto, ce qui fait que le titre va être vacant. On va se retrouver avec Arlovski qui avait déjà eu des défaites mais qui va quand même être champion. Il sera battu par Sylvia, etc. Il y a alors toute une période où le titre poids lourd de l'UFC va avoir très peu de prestige. Et les meilleurs poids lourds seront assez clairement et immanquablement et incontestablement du côté du Pride. Donc pour vous parler des meilleurs combats poids lourds de l'époque, je vous parlerai des combats poids lourds du Pride et j'oublierai un peu l'UFC. Pour ce qui est de Randy Couture, vous me direz, Couture, suite à ses 2 défaites en poids lourd, va décider de passer chez les light heavyweight pour notre plus grand plaisir, puisque ça va donner lieu à des séries de combats avec Chuck Liddell et Tito Ortiz qui sont totalement cultes et vraiment mémorables et légendaires. Je vous en reparlerai. Alors justement, en parlant de Tito Ortiz, il me reste 2 combats, je crois, à vous parler dans 3 combats. Je vais essayer de me dépêcher parce que la vidéo commence à être longue. Je vous parle du combat entre Tito Ortiz et Ken Shamrock à l'UFC 40, donc le 22 novembre, qui est tout simplement l'un des combats les plus importants de l'histoire du MMA, enfin de l'histoire de l'UFC surtout. Je dirais que c'est un des 2 combats les plus importants de l'histoire de l'UFC. Il est important pourquoi ce combat? Parce que l'UFC était dans une situation financière difficile. Je vous ai parlé de ces combattants avec qui ils n'ont pas réussi à renégocier. Vraiment, ils faisaient venir leurs combattants pour vraiment pas beaucoup d'argent. C'était compliqué pour eux de pouvoir proposer des bons contrats. Ça commençait à être chaud un petit peu au niveau négociation. D'ailleurs, Big John McCarthy, l'arbitre légendaire de l'UFC, a déclaré dans sa biographie qu'il s'inquiétait énormément avant cet événement pour l'avenir. Il ne savait pas si l'UFC allait continuer encore 1 an. Et il a dit, avec cet événement, j'ai su que c'était bon, on y est, on est tranquille. C'est à ce point-là. Donc pour moi, c'est un des 2 combats les plus importants de l'histoire de l'UFC. Et pourquoi ça va se passer? Parce qu'en fait, ils vont vendre 4 fois plus de pay-per-view avec ce combat qu'à l'accoutumée. C'est d'un point de vue magnitude comparable à un McGregor-Nurmagomedov en termes de côté énormissime au niveau médiatique par rapport au contexte de l'époque. Il est fort à parier qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au MMA en regardant ce combat. Et cet impact médiatique va leur permettre de négocier des contrats avec des meilleurs sponsors, donc d'avoir une plus grosse enveloppe pour faire signer des contrats à des combattants, donc garder les meilleurs combattants et se construire à partir de là. Mais aussi, ça va leur ouvrir les portes de la télé, puisque l'UFC va pouvoir négocier, la télé va se dire ok, il y a de l'audience à faire avec le MMA, ils vont négocier un contrat télé
qui va donner lieu à l'émission de télé-réalité The Ultimate Fighter, qui va être très suivie, notamment la finale du premier événement entre Forrest Griffin et Stéphane Bonnard, qui va être le deuxième combat le plus important de l'histoire de l'UFC, qui va permettre à l'UFC de passer encore un autre cap et de devenir ce que l'UFC est encore aujourd'hui, à savoir la plus grosse organisation de MMA mondiale et quelque chose maintenant qui est relativement garanti pour un paquet d'années à venir, à mon avis. Alors, pourquoi ce combat a attiré autant de regards? Parce que Ken Shamrock, Tito Ortiz, sur le papier, ça ne fait pas plus que ça rêver aujourd'hui. Mais en fait, il faut se remettre à l'époque. Tito Ortiz était le champion light heavyweight, invaincu depuis qu'il avait pris le titre. Il avait une défaite contre Frank Shamrock, d'ailleurs, frère adoptif de Ken Shamrock. Donc voilà, bon, après le lien n'est pas si évident que ça entre les deux, ils ne s'entraînaient pas ensemble, tout ça, hein, Frank Shamrock et Ken Shamrock. Mais juste, Ortiz était un peu le jeune prodige, il avait l'air vraiment très fort, très dominant, avec toute une attitude de bad boy, un petit peu comme ça. Et justement, il avait battu dans ces matchs de domination Guy Metzger, un partenaire d'entraînement de Ken Shamrock. Et après le combat, il avait porté un t-shirt, je vous en avais parlé, où c'était écrit Guy Metzger is my bitch, en faisant 2 gros fuck au clan Lions Den, dont Ken Shamrock était le big boss. Et Ken Shamrock, évidemment, il a envie de se venger, mais à ce moment-là, il faisait du catch. Il était à la WWF, donc la future WWE, la plus grosse organisation de catch à ce moment-là, pendant l'Attitude Era, la période de temps où le catch faisait des audiences absolument monstrueuses. Donc la plupart des gens qui s'intéressaient un peu au sport de combat ou quoi, enfin bref, qui s'intéressaient à tout ce côté-là, connaissaient Ken Shamrock comme quelqu'un voilà, qui avait la réputation d'être le meilleur cage fighter, hein, c'est ce qu'il disait, donc de combat un peu comme ça, sans règles, le meilleur du monde. Le meilleur combattant légitime du monde, sans scénario, sans décision, sans trucage. Et donc, il devait se dire, si Ken Shamrock revient faire du cage fight, il va gagner. Là, il fait du catch parce qu'il y a plus d'argent à gagner dans le catch, mais s'il retourne faire du cage fight, il va gagner. Et donc, c'était pas si évident que ça, parce que Ortiz avait l'air fort, donc ça a vraiment généré un buzz. Et avec cette rivalité qui va être très bien utilisée par les deux, qui sont des bons orateurs, avec un charisme assez opposé. En plus, voilà, regardez le vidéo package avant le combat, vous allez comprendre, mais tu as toute cette esthétique un peu new metal, Limp Bizkit, Korn, ce genre de truc, vous voyez ce que je veux dire, qui est hyper stylé pour l'époque, et que si vous étiez ado à l'époque, vous allez retrouver votre adolescence dans ce vidéo package, c'est fascinant. Donc voilà, c'est pour ça que ça a fait un buzz. Le combat en plus, c'est pas dégueu. Sur le papier, c'est quand même des combattants qui sont cotés. Ken Shamrock, il était quand même en carrière à 25 victoires, 7 défaites et 2 matchs nuls. Ancien numéro 1 mondial. 2 victoires et 2 défaites depuis son retour en 2001 au Pride. Les bookmakers à l'époque annonçaient 50-50 quasi parfait entre les deux pour savoir qui allait gagner. Donc très intéressant. Et le combat est assez cool parce que Ken Shamrock va être compétitif au début. Et ça va être très excitant. D'ailleurs, un petit nugget comme ça, un petit détail qui est assez cool. Vous pouvez voir, pas loin de l'arrivée, de la rampe d'arrivée, vous voyez Bradshaw, JBL, c'est la même personne, c'est un catcheur américain qui a fait quand même une belle carrière, qui est au premier rang, et qui, quand Ken Shamrock domine, il est là, ouais, vas-y, et tout, machin, il est trop drôle à regarder. Et effectivement, Ken Shamrock passe pas loin, je pense, de mettre KO Tito Ortiz au début du match. Il se fait rapidement prendre, et Tito Ortiz va vraiment archi-dominer Ken Shamrock pendant 2 rounds et demi ensuite. Il va vraiment détruire Ken Shamrock. Ken Shamrock va s'afficher très fatigué et va abandonner entre le round 3 et le round 4. Donc c'est quand même un match qui est un peu intéressant, mais c'est pas pour ça que je l'ai inclus. Le même déroulement de match entre 2 gars peu connus, qui n'a pas de retentissement historique, je l'aurais pas sélectionné. Mais l'ambiance est très forte, la magnitude du combat est énorme, l'importance historique est énorme, et c'est quand même relativement fun, donc je l'ai inclus. Ce combat mérite surtout d'être connu, et je pense qu'il mérite d'être vu aussi, donc je vous le propose dans cette liste. Je détaille pas plus parce que ça dure un peu longtemps. Cette vidéo commence à être très longue, mais bon, à un moment donné, j'en ferai qu'une. Il me reste 2 combats du Pride. On commence au Pride 23 avec Fyodor Emelianenko qui arrive au Pride. Enfin, je vous parle de Fyodor pour ceux qui aiment Fyodor. Enfin. Et il affronte au Pride 23 Heath Herring, donc le 24 novembre 2002. Heath Herring, c'était l'un des meilleurs combattants poids lourds du Pride. Il avait donc perdu contre Nogueira à la fin de l'année 2001, mais il était resté jusqu'à ce moment-là comme l'un des tout meilleurs combattants poids lourds du Pride, et il cherchait une revanche pour le titre contre Nogueira. Et d'ailleurs, on voit les commentateurs, Steven Quadros et Bass Rutten, les commentateurs du Pride, qui l'interviewent avant, et ils sont déjà en train de dire, si tu bats Fyodor, est-ce que tu penses que tu mérites le combat contre Nogueira, et comment tu feras pour battre Nogueira? Et donc Heath Herring, il dit, oui, quand j'aurai battu Fyodor, j'enchaînerai, etc. On sent que Fyodor n'est pas considéré comme un mec très très dangereux. On se dit, ouais, voilà, bon, c'est quand même un défi, mais ça va, il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Alors évidemment, c'est rigolo quand on pense que Fyodor va être monstrueux pendant tant d'années et qu'il pense déjà à l'après-Fyodor, alors qu'a priori, c'est déjà un aboutissement.
Mais ça, on le sait maintenant, parce que ce qui s'est passé après, mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Et du coup, ce combat, il est intéressant à regarder un petit peu dans l'esprit. Les gens découvrent Fyodor et découvrent à quel point ce mec est trop fort, quoi. Et donc, si vous le regardez de cette façon-là, c'est génial. Fyodor, il avait quand même gagné avant ça beaucoup de combats à la Rings. Un combat au Pride contre Semi Shield où il l'avait un peu retourné dans tous les sens. Et là, il va exploser, écraser, archi-dominer Ethering, notamment en amener au sol, très très fort de Sambo, tout en utilisation des hanches. Et en ground and pound, il va lui mettre une volée de bois vert, comme dirait mon père. Vraiment un truc de violent. Et Ethering va être tellement tuméfié, tellement détruit par ce premier round qu'il va abandonner, enfin son coin va abandonner pour lui, ou les docteurs vont le faire arrêter, je ne sais pas exactement. Je crois que c'est les docteurs qui arrêtent le combat. À la fin des 10 premières minutes, donc à la fin du premier round de 10 minutes. Ethering, à ceci dit, montre énormément de cœur au ventre et de courage dans ce combat parce qu'il va résister au ground and pound, il va essayer de se protéger, de revenir, un peu comme il l'avait fait contre Nogueira à la fin de l'année 2001. Et il va même avoir une situation favorable tout à la fin du round où il va dominer pendant 30 secondes, une minute Fyodor. Donc c'est pas inintéressant à regarder aussi pour ça, mais c'est un combat qui vaut le coup pour voir et entendre à travers les commentateurs la réaction des fans qui découvrent le monstre de bulldozer qu'était Fyodor Emelianenko, qui évidemment, moi je pense que c'est le plus grand poids lourd de tous les temps, et donc voir l'arrivée en pleine bourre, hein, vraiment en faisant bien du bruit, hein, énorme, une grosse explosion de Fyodor au sommet, c'est vraiment à voir. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça, surtout si vous aimez Fyodor, vous allez le voir dans son plus pur style en plus ici, à savoir projection tout en judo sambo, donc typiquement russe, et ground and pound extraordinaire, capacité à générer de la puissance avec des courtes distances, avec sa vitesse de bras, qui sont exceptionnelles. Et puis enfin, dernier combat dont je vais vous parler, je vais essayer d'aller un peu vite, mais ça reste un combat très important, donc il faut que je le détaille. C'est le combat qui a lieu le 23 décembre 2002 au Pride 24 entre Antonio Rodrigo Nogueira, champion du Pride, qui ne défendait pas sa ceinture puisque son adversaire a préféré que ce soit un non-title match, c'est quand même original, contre Dan Henderson. Dan Henderson ne voulait pas que ce soit un title match. Bon déjà, le Pride était peut-être pas chaud parce que il n'était pas poids lourd et donc titre poids lourd mis par un, voilà. Dan Henderson n'était pas poids lourd, mais Dan Henderson ne voulait pas se retrouver à défendre le titre ensuite contre des plus gros poids lourds. Mais gros match pour lui, gros prestige. C'était le numéro 1 mondial des poids lourds contre l'un des meilleurs combattants tout court, Dan Henderson. Et c'est un petit classique du Pride, puisque Dan Henderson était le dernier combattant et le seul combattant à avoir battu Nogueira en carrière. C'était à la ring sur une split decision que Nogueira n'a cessé de contester. Mais n'empêche que ça prouve que Dan Henderson était quand même dangereux, parce que dans tous les cas c'était un match serré, sinon il n'y aurait pas eu cette décision. Il y avait quand même un écart de poids de 15 à 20 kg entre les deux, on ne sait pas exactement à quel poids est arrivé Dan Henderson. Et finalement, on pouvait se dire que ça allait être quand même compliqué pour Nogueira, parce que Dan Henderson, malgré l'écart de poids, montrait des grandes capacités de lutte gréco-romaine, Jeux Olympiques en 92 et 96, entre autres références quand même. Et Dan Henderson, il était quasi invaincu, mais il avait quand même eu une défaite par Ricardo Arona. Donc on se disait, partenaire d'entraînement plus léger que Nogueira, Ricardo Arona a pu battre Dan Henderson, Nogueira devait y arriver. Il était très favori Nogueira dans ce combat. Et le combat va être vraiment fun parce que, en gros, c'est un combat où Nogueira domine quasiment tout le temps, mais n'arrive pas à battre Dan Henderson qui montre énormément de cœur au ventre et qui se montre dangereux comme ça ponctuellement. Donc c'est hyper fun à regarder. Il y a plein de situations où tu te dis mais comment Dan Henderson n'abandonne pas, il a le bras rendu ici, il est là, il tape pas, il sort sa jambe, on ne sait pas comment il fait, il sort de la position, c'est invraisemblable. C'est hyper fun à regarder. Ça montre une fois de plus, comme avec le combat contre Bob Sapp, comme avec le combat contre Ethering, comme avec le combat contre Mark Coleman dont je vous ai déjà parlé, le niveau d'excellence de Antonio Rodrigo Nogueira qui était monstrueux à l'époque. Mais ça montre aussi Dan Henderson qui est une figure légendaire absolue aussi dans l'histoire du MMA. Donc c'est un match entre deux légendes qui est hyper fun à voir et qui a quand même une certaine importance puisque avec cette victoire, Nogueira efface sa seule défaite et s'affirme encore plus comme l'incontestable et net numéro 1 mondial à l'époque. Donc voilà, un combat à voir pour toutes ces raisons-là. Comme la vidéo est longue, je vais m'arrêter ici. Je ne fais pas le point à la fin de l'année 2002. Je ferai une prochaine vidéo sur les combats à voir de l'année 2003. Et au début de la vidéo, je vous parlerai un petit peu des autres choses qui sont passées en 2002 quand je ferai le point sur la situation au 1er janvier 2003. De toute façon, je vais le faire, donc autant que je le fasse que sur cette vidéo-là et que je fasse en sorte que cette vidéo que je suis en train de terminer là ne soit pas trop longue. Avant de vous quitter, je vous invite à nouveau à me proposer d'autres combats si vous pensez qu'il y a d'autres combats qui mériteraient d'être vus. Et surtout, plus intéressant encore, me dire ce que vous avez pensé de ces combats-là, que vous les ayez vus récemment, que vous les ayez découverts à travers ce que je vous ai dit ou vous les connaissiez déjà.
plus il y aura de commentaires en dessous, plus ça enrichira le contenu de cette vidéo et de cette communauté, si je puis dire. N'hésitez pas à vous abonner, je vous retrouve très bientôt avec d'autres choses, possiblement l'année 2003 ou autre chose peut-être sur l'actualité. En tout cas, à très bientôt et merci beaucoup de m'avoir écouté. Bye.